je vais vous parler de l'anguille. Est-ce que vous connaissez tous le cycle fascinant, le cycle de vie de l'anguille, qui se reproduit en fait dans la mer des Sargasses, de l'autre côté de l'océan Atlantique, à des milliers de kilomètres. Et donc, elle va parcourir cette très longue distance pour venir rejoindre l'ensemble des eaux continentales européennes et nord-africaines. Et elle va choisir un petit territoire, en général de quelques dizaines de mètres, pour y rester pendant plusieurs longues années, donc de 2 à plus de 20 ans. Et une fois qu'elle aura emmagasiné suffisamment d'énergie, l'anguille va se métamorphoser donc en anguille argentée. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle va décider de repartir en mer, reparcourir cette très longue distance pour rejoindre la mer des Sargasses et aller se reproduire et mourir. Voilà. Et donc avec ce cycle de vie assez particulier, l'anguille est confrontée à de multiples menaces, donc qui peuvent être liées au changement climatique, à la pollution, à la présence d'obstacles pour sa migration. Et donc, aujourd'hui, en fait, l'anguille, comme on l'a vu, elle est critiquement menacée d'extinction. Donc, son stock connaît un très fort déclin depuis les années 90. Depuis les années 80, même, elle a diminué de plus de 90%. Alors, que faire pour l'aider ? Alors, il y a plein d'actions qui sont possibles, mais on peut s'interroger, par exemple, à l'étape de dévalaison. Donc, le moment où l'anguille cherche à repartir en mer. Alors, c'est ce qu'on s'intéresse actuellement dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Colagang. Et donc, on s'intéresse à 2 bassins qui sont situés à l'intérieur du delta du Rhône, le bassin du Fumorte et le bassin des Grandes Cabanes. Et donc, dans ce delta, en fait, on peut avoir des problématiques de connectivité pour l'anguille. On a certains bassins, comme on voit ici, ceux qui sont en blanc dans le delta. Ces bassins-là, ils sont alimentés par le pompage. En fait, les seuls apports d'eau douce va se faire par pompage. Et c'est par cette voie-là qu'on peut avoir les jeunes anguilles, toutes petites, qui arrivent à coloniser le delta. Et donc, si elles grandissent dans cette partie du delta, eh bien, lorsqu'elles ont grandi, elles vont pouvoir repartir uniquement également par des voies de pompage. Mais à ce moment-là, l'anguille argentée ne peut plus passer. Ou en tout cas, on pense qu'elle ne le peut pas. Et par contre, on a une partie du territoire, là où vous voyez, toutes les eaux d'irrigation vont permettre d'alimenter des canaux de drainage, et l'eau va s'écouler gravitairement dans l'étang du Vacarès, et ensuite, il est possible de trouver des voies pour rejoindre la mer. Donc, il y a une problématique de connectivité dans le delta, sachant que les portes pour aller à la mer, elles sont, si vous connaissez un petit peu le delta, elles sont barrées par des obstacles. Notamment, au Sainte-Marie-de-la-Mer, on a le Pertuis de la Fourcade, qui est un ouvrage avec 13 martelières, et qui reste souvent fermé. Donc, quel est le devenir de ces anguilles, et par où et quand elles cherchent à repartir ? Si on arrive à répondre à la question, on peut faire des préconisations pour assurer donc, le retour en mer des anguilles. Alors, il existe différents moyens d'étudier le déplacement des poissons. Et parmi celles-ci, je vous présente celle-là, qui est toujours d'actualité, donc également pour marquer les poissons. Donc, comme Fanny vous l'a montré tout à l'heure, l'idée, c'est de marquer les anguilles avec des puces. Et donc, en fait, c'est également les puces qui sont utilisées pour marquer les chiens ou les chats. Et donc, lorsque les anguilles vont passer à travers les antennes, donc ce sont des antennes qui émettent un champ électromagnétique, eh bien, l'individu va être enregistré. Donc, pour marquer des individus, il faut les capturer. Donc, on fait ça avec des filets de pêche, que vous pouvez voir là. C'est des grandes nasses. Donc, on relève, on récupère nos anguilles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cherché à manipuler une anguille, mais c'est très visqueux, ça bouge beaucoup, c'est difficile à manipuler. Donc, pour les manipuler, en fait, on va les endormir dans un bac anesthésiant. Et ensuite, ces anguilles, donc on va vérifier qu'elles ne sont pas déjà pucées. Et si ce n'est pas le cas, on va les marquer, donc avec un petit acte chirurgical. Et ensuite, ces anguilles vont être relâchées dans le milieu. Et grâce aux enregistrements RFID, on va pouvoir savoir à quel moment dans l'année on a le maximum de passages. Et ça, c'était de vous montrer un peu les différentes actions qu'on peut faire
lorsqu'on cherche à favoriser donc, un stock qui est critiquement menacé d'extinction. Merci. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Je vous présente Martine. Martine, c'est ma mascotte. Voilà, elle est arrivée au stade argenté, voilà. Donc elle est assez grosse. Elle cherche une issue. Elle cherche une issue. Oui, voilà, elle cherche absolument à repartir en mer, là. Elle est très impatiente. Alors moi, j'ai grandi au bord de la Méditerranée. Et mon papa était moniteur de voile. Et donc, j'ai beaucoup navigué. Et donc, forcément, j'étais passionnée par le milieu marin. Et je me disais, mais un métier comme océanologue, ce serait génial. Et aussi, je voulais devenir comme Isabelle Lautissier, faire le tour du monde à la voile, tout ça. Ça, c'était mon rêve. Donc, je me suis orientée dans un parcours universitaire. Donc, à l'époque, c'était un DUG, après licence et master. Et j'ai suivi le conseil de Odile. J'ai fait beaucoup de stages, ce qui m'a permis d'aller découvrir déjà plein de laboratoires et d'avoir la chance d'être embarquée. Donc, j'étais embarquée sur des petits zodiacs qui font des transects pour aller voir comment sont les fonds marins avec des radars. Sur un petit chalutier qui permettait d'aller faire des prélèvements d'invertébrés pour ensuite les identifier. Et j'ai aussi embarqué sur la Thalassa, c'est un gros bateau de recherche qui appartient à l'Ifremer. Et donc j'étais sur la Thalassa pour faire des prélèvements d'eau, de la colonne d'eau, et analyser le dioxygène dedans. Voilà, donc super expérience. Sauf qu'à chaque fois, j'étais super malade. Donc à partir de là, je me suis dit, en fait, l'océanologie, les expéditions sur des gros bateaux de recherche, on oublie. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Et donc après, j'ai fini mon parcours universitaire et je me suis engagée dans une thèse. Et je me suis intéressée donc aux assemblages de poissons dans les estuaires européens de la façade atlantique. Donc du Portugal à l'Écosse. Donc c'était que de l'analyse de données, donc là, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais j'ai quand même pu participer à différentes missions. Et là, travailler dans un estuaire, c'est des zones qui sont beaucoup plus abritées. De toute façon, si la météo n'est pas bonne, on peut décider de ne pas sortir. Et donc voilà, donc là, je me suis dit, en fait, c'est des milieux intéressants. C'est à la confrontation entre la terre, la mer. C'est des mélanges de... Voilà, où il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein d'activités humaines. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis orientée plutôt vers ces milieux de transition, moi, avant d'avoir la chance d'être recrutée donc, à la Tour du Valat, donc, qui est cet institut de recherche qui est basé au cœur de la Camargue. Donc la Tour du Valat, ça a le statut de fondation. C'est une fondation privée qui a été fondée par un richissime Suisse au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, vous connaissez la Tour Luma. Voilà, donc ça, on reste dans la famille, hein. Donc c'était le papy. Et maintenant, c'est la fille qui a fait cette fondation. Mais donc Luc Hoffmann, c'était un passionné, un ornithologue passionné, donc passionné des oiseaux. Et donc lui, en fait, comme il était en Suisse, en fait, le delta du Rhône, pour lui, c'était la zone où il fallait venir pour voir les oiseaux migrateurs. Aujourd'hui, on a un institut de recherche où en fait, on a énormément de disciplines. Donc moi, je m'intéresse aux poissons. On a celui qui s'intéresse à l'hydrologie pour essayer de comprendre la salinité du milieu, les écoulements, la salinité, voilà, je dis. On a des gens qui travaillent sur les herbiers. En fait, sur tous les éléments, tous les compartiments de l'écosystème. Donc c'est vraiment assez sympa parce qu'à la cantine, on échange avec vraiment des gens très diversifiés. Voilà. Alors, quand on travaille dans un institut public, on a la chance en fait d'être financé clairement par le contribuable. Donc en fait, on a le salaire qui tombe tous les mois. Alors après, par contre, pour faire des projets de recherche, il faut aller chercher les financements. Nous, on est une fondation privée. Donc, il faut aller chercher les financements pour faire le projet, mais aussi pour se faire financer notre salaire. Et donc, ce qui demande, voilà, donc ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu... alors, on a toute une stratégie, un programme à suivre par rapport aux objectifs de la Tour du Valat. Donc, on essaie de ne pas déroger de là où on veut aller. J'ai envie de dire aujourd'hui, quand même, finalement, on bénéficie d'une bonne reconnaissance. Et donc, on arrive vraiment à se faire financer sur ce qu'on veut faire.
Il faut savoir aussi qu'actuellement, il y a beaucoup de choses que le public sous-traite. Et alors finalement, ils se tournent vers un institut comme nous, parce que justement, là, ils peuvent faire ce qu'ils voudraient faire eux, mais ils n'ont plus les moyens. Voilà. Comme on est loin de tout, à la Tour du Vala, on héberge les stagiaires qui viennent. Et donc, on a des places limitées. Donc, on va plutôt privilégier les places pour les stages de Master 2. Donc, ils sont là de janvier à l'été, en fait. Et puis après, à l'année, on peut avoir des services civiques et des volontaires européens. Voilà, donc ça fait un joli monde sur place pour une vie collective isolée. Et donc, c'est assez... des gens en général qui sont très passionnés, donc c'est une chouette expérience.